J'ai trouvé une citation pour commencer qui, je trouve, résume parfaitement notre sujet du jour. Ah oui, L'épargne de précaution, c'est l'argent qu'on espère ne jamais utiliser, mais qu'on bénit d'avoir. c'est exactement ça, la formule est parfaite. N'est-ce pas? Alors aujourd'hui, on va justement plonger dans un guide pratique qui décortique ce fameux matelas de sécurité. Dont on entend parler partout. Partout. L'idée, c'est de comprendre à quoi il sert vraiment, comment on calcule le montant et surtout où on le met. Bref, comment on construit cette fameuse tranquillité d'esprit financière. Bon, alors décortiquons ce concept. Qu'est-ce qui fait que cette épargne est différente d'une simple tirelire pour les vacances? C'est l'intention. L'intention change absolument tout. Le guide est très très clair là-dessus. Ce n'est pas pour un projet. Même un projet important. Non, c'est une somme qui est sanctuarisée. Le document utilise une formule qui est assez parlante. C'est l'argent qu'on est heureux d'avoir quand on n'a plus d'argent. Ah oui, c'est direct. Voilà. On parle d'une assurance personnelle contre les vrais coups durs. Je vois. C'est une assurance qu'on se paye à soi-même. Mais le guide semble dire que c'est même plus que ça, c'est une sorte de prérequis pour la suite. Oui. Et ça, c'est un point psychologique qui est fondamental. La source dit que c'est une étape vitale pour investir sereinement. C'est contre-intuitif ça. Complètement. Pour pouvoir prendre des risques, disons en bourse, il faut d'abord avoir bâti une forteresse de sécurité. Sans ce filet, Hmm. la moindre chute des marchés ou même juste la machine à laver qui lâche peut vous faire paniquer et vous forcer à vendre au pire moment. Donc, ce n'est pas qu'un outil de défense. C'est une base arrière qui permet de lancer des offensives, si on veut, plus sereinement sur le front de l'investissement. Précisément, ça permet de dissocier les émotions du court terme des stratégies de long terme. L'objectif, c'est de pouvoir faire face aux gros imprévus de la vie sans paniquer. Et les exemples, c'est quoi? Les gros trucs, hein. Perte d'emploi, urgence médicale. C'est pour ça que la métaphore du matelas de sécurité marche si bien. Et la règle d'or qui va avec, c'est sacré, pas touche. Et ça, c'est sans doute la partie la plus difficile, non? Ah, clairement. C'est un peu comme mettre un gâteau au chocolat dans le frigo en se disant c'est juste pour regarder. Le guide donne des astuces pour ne pas craquer, pour un week-end à Rome. Il n'aborde pas les astuces anti-craquage à ce point, mais il insiste sur la discipline mentale. D'accord. Le simple fait de le nommer fonds d'urgence, par exemple, et de le mettre sur un compte séparé, ça crée déjà une barrière psychologique. Juste le fait de devoir faire un virement. Voilà. Ça ajoute une friction qui oblige à se poser la question, est-ce que c'est vraiment une urgence? C'est fascinant de voir à quel point la psychologie est au cœur de tout ça. Mais bon, ce bouclier, il faut bien le forger. Et ça nous amène à la question terre à terre. Celle qui fâche. Un peu, oui. Combien? De combien on parle? C'est quoi le prix de cette fameuse tranquillité d'esprit? C'est la question centrale, bien sûr. Le guide propose une règle générale qui est un très bon point de repère. Il faut viser entre 3 et 6 mois de dépenses. 3 à 6 mois. Oui, et ce n'est pas un chiffre au hasard. Ça correspond à une durée qui est jugée suffisante pour se retourner après un coup dur, comme retrouver un travail sans être complètement étranglé. D'accord, 3 à 6 mois, c'est clair, mais ça reste un peu abstrait. Heureusement, le guide nous donne un cas pratique, celui de Sandra. Oui, et c'est très parlant. Elle a fait ses comptes. Elle arrive à 1 400 € de dépenses mensuelles. Le loyer, la nourriture, le transport, les trucs incompressibles, quoi. Et là, elle fait un truc très malin, un truc que beaucoup de gens oublient. C'est-à-dire, Elle ne s'arrête pas là. Elle ajoute une provision, 200 € par mois, pour lisser ses grosses dépenses annuelles. ah, les fameuses factures qui tombent une fois par an. Exactement. La taxe d'habitation, l'entretien de la voiture, les assurances. Si on ne les anticipe pas, ça peut faire exploser un budget. C'est un point essentiel, ça. Et du coup, sa base de calcul, ce n'est plus 1 400. Non, ça devient 1600 €. Elle se base sur ses dépenses réelles, lissées, et à partir de là, le calcul est simple. Pour 6 mois, ça fait 1600 x 6. Soit 9 600 €. Voilà, 9600 €. Ouf. Et c'est là que la dimension psychologique, encore une fois, est primordiale. Le guide partage sa réaction quand elle voit ce chiffre. Et elle dit quoi? Elle dit 9600 €. Bon, ça se fera petit à petit, mais c'est vrai que je serais plus tranquille si j'avais cette somme de côté. On sent tout de suite que le chiffre peut paraître intimidant. Ah, mais je comprends tout à fait. Ce chiffre, 9 600, ça peut agir comme un mur. On se dit jamais je n'y arriverai, et le risque, c'est de ne même pas commencer. C'est le piège classique. Et c'est là que sa stratégie est brillante. Elle ne se laisse pas paralyser. Elle décompose le problème. Elle fait même plus que ça. Sa conclusion, c'est « Moi, je vais me fixer comme objectif de déjà mettre 1 mois de dépenses de côté. Un pas après l'autre. C'est une approche progressive et c'est crucial. 1 mois, donc 1 600 €.
c'est tout de suite plus atteignable. Exactement. Le guide montre bien que l'obstacle, ce n'est souvent pas le manque d'argent, c'est le découragement. En visant un seul mois, elle ne se fixe pas seulement un plus petit objectif, elle se crée une nouvelle habitude. Elle change d'identité, en quelque sorte. C'est ça. Elle passe de « je suis quelqu'un qui doit économiser 900-600 €, ce qui est écrasant », à « je suis quelqu'un qui met de l'argent de côté chaque mois ». Ça, c'est valorisant. Et c'est la clé pour enclencher la machine. Cette méthode des petits pas est vraiment puissante. On imagine bien Sandra atteindre son premier objectif, et là, elle se retrouve avec 1600 € qu'il ne faut surtout pas laisser dormir sur un compte courant. Non, surtout pas. Sinon, l'inflation le grignote. Ce qui nous amène à la question, où est-ce qu'on met cet argent? Sûrement pas sous le matelas, malgré la métaphore, hein. Effectivement, ce serait contre-productif. Alors là, le guide est assez directif. Il recommande un support bien spécifique, l'assurance vie. D'accord. Et en privilégiant très très fortement les fonds en euros. L'allocation suggérée, c'est entre 80 et 100% sur ce type de fonds. Alors attends, je pense qu'on doit s'arrêter une seconde. L'assurance vie en fonds euros, c'est le choix classique, ok, mais beaucoup pourraient se dire, pourquoi pas un simple livret A? C'est une excellente question. C'est garanti par l'État, c'est défiscalisé, c'est encore plus simple et surtout plus liquide. N'est-ce pas le candidat idéal pour un fonds d'urgence? C'est une très bonne remarque, et le guide justifie son choix. Il ne dit pas que le livret A est une mauvaise idée, attention. D'accord. C'est même un super point de départ, mais il suggère que l'assurance vie en fonds euros offre un meilleur compromis sur le long terme. Pour 3 raisons principales. Ok, alors décortiquons ça. La première? Premièrement, le risque. Comme le livret A, le capital sur les fonds en euros est garanti. On ne peut pas perdre d'argent. C'est la condition non négociable. Donc là-dessus, les doigts sont similaires. Ok. Égalité sur le risque et le rendement? C'est le deuxième point. Et c'est là qu'un premier écart se creuse. Le rendement des fonds en euros est, en général, un peu supérieur à celui du livret A. Le guide mentionne une fourchette de 2 à 3% pour de bons fonds euros. Ce n'est pas énorme, mais sur une somme comme 9600 €, sur plusieurs années, la différence n'est pas négligeable. L'idée, c'est de lutter un peu mieux contre l'inflation. Voilà. Pas de s'en réécrire, mais de préserver le pouvoir d'achat. D'accord. Donc, petit avantage à l'assurance vie sur le rendement, mais quitte de la disponibilité, c'est le nerf de la guerre pour un fonds d'urgence. Le livret A, c'est instantané. C'est le troisième critère, la liquidité. Et c'est le point crucial. Vous avez raison, le livret est imbattable. Alors, Sauf que l'argent sur une assurance vie n'est pas bloqué. Le guide précise qu'un rachat, ça prend quelques jours, souvent moins d'une semaine. L'arbitrage, c'est est-on prêt à attendre, disons, 72 heures pour un rendement potentiellement meilleur? et pour une urgence majeure? Pour une urgence majeure, ce délai est jugé tout à fait acceptable. On ne parle pas de payer sa baguette, mais de faire face à un vrai problème. C'est un compromis donc. Liquidité quasi immédiate contre liquidité très rapide avec un meilleur rendement. Et il y a aussi l'avantage du virement automatique. Exactement. Le guide insiste beaucoup là-dessus. C'est simple, mais c'est incroyablement puissant. Automatiser un virement mensuel vers ce contrat, c'est la meilleure façon de construire son matelas sans y penser. Ça devient une charge fixe, comme le loyer. C'est ça, on devient la personne qui épargne, sans effort de volonté, chaque mois. Donc si je synthétise ce plan d'action, on vise 3 à 6 mois de dépenses, on choisit un support garanti comme une assurance vie en fonds euros et on automatise l'épargne. La règle d'or étant on n'y touche qu'en cas de vrai coup dur. C'est une excellente synthèse. Et c'est justement à ce moment-là que le guide introduit une nuance très, très importante. Une mise en garde. Ah, Il le fait avec une citation de Charlie Munger, l'associé de Warren Buffett. Prenez les idées là où elles sont, mais utilisez votre propre cerveau pour les assembler. c'est une super mise en garde. On peut être tellement absorbé par une méthode qui a l'air parfaite, comme celle de Sandra, qu'on oublie qu'elle a été faite pour Sandra. C'est exactement l'esprit. Ce n'est pas du prêt-à-porter, c'est du sur-mesure. Voilà. Le document le dit bien. Son contenu est à but éducatif. C'est un cadre, des repères. Ce n'est en aucun cas un conseil personnalisé. Et il y a des avertissements plus spécifiques, j'imagine. Oui, les classiques, mais qui sont indispensables. D'abord, faire ses propres recherches. Ce guide est un point de départ, pas une destination. Logique. Ensuite, chaque décision doit être alignée avec sa situation personnelle, ses objectifs, sa tolérance au risque. Pour quelqu'un de très anxieux, peut-être que le livret A prima toujours sur le rendement. C'est un choix personnel. Et j'imagine le fameux « les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs ». Inévitablement.
Les taux fluctuent, la fiscalité peut changer. Bref, le message, c'est que l'investisseur reste le seul maître à bord. Le guide est là pour inspirer, pour éduquer, pas pour décider à la place des gens. Alors, si on devait vraiment distiller l'idée centrale de toute cette discussion, qu'est-ce qu'on retient? Pour moi, c'est cette idée de fondation. On bâtit une fondation de sécurité qui apporte, avant même l'argent, de la sérénité. Ce n'est pas juste une ligne sur un compte. C'est ce qui permet de dormir la nuit, de prendre de meilleures décisions et finalement de reprendre le contrôle. C'est une très belle conclusion. Et si on voulait pousser la réflexion juste un peu plus loin? Je vous écoute. Le document se concentre sur le comment et le où. C'est très pertinent. Mais la vraie question plus profonde n'est-elle pas de définir ce que la tranquillité d'esprit signifie vraiment pour chacun? Ce matelas, ce n'est peut-être pas qu'une simple somme d'argent. C'est sans doute le premier investissement actif qu'on fait dans sa propre paix intérieure. Si cette analyse vous a éclairé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations.